Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. Le protocole est respecté. La page de l'élection est officiellement tournée. Avec son investiture désormais derrière lui, le président Alassane Ouattara entame son nouveau quinquennat. Mais l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, marquée par la division et une forte contestation, pose une question fondamentale: quels sont les enjeux majeurs, les défis sans précédent, qui attendent le président Ouattara après sa réélection? La feuille de route du président est lourde. Ce sont les 5 années qui définiront son héritage. Arrivera-t-il à devenir vraiment le président de tous les Ivoiriens? Suivons ce qui se dit du côté du Grand Talk sur NCI. Effectivement, je ne vais pas revenir sur ce que d'éminents juristes comme Dr Adjelou, le Clévin Keïta ou encore notre juriste maison, Élisée Bouloubé, ont déjà dit. Aujourd'hui, moi j'ai été très heureux. Je n'ai pas eu l'opportunité d'aller vivre cela en immersion comme vous, mais je l'ai regardé à la télévision. Quand je regardais, j'avais l'impression d'assister à un mini-sommet de l'Union africaine. L'Afrique en miniature? C'est l'Afrique en miniature, parce qu'on parle de plus d'une douzaine de pays africains qui étaient représentés. Les États-Unis qui dépêchent quelqu'un du département d'État, une délégation forte du département d'État pour venir à cette investiture. La France, le Canada et même d'autres grands pays qui sont venus à cette investiture. Et la présence de ces nombreux États africains, et surtout d'anciens présidents de délégations internationales, c'est un signal fort que cela traduit. Le premier signal, c'est que la centralité de l'État de Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest africaine. Première des choses. La deuxième des choses, c'est le leadership diplomatique d'Alassane Ouattara depuis 2011. Parce que ne l'oubliez pas, de 2000 jusqu'à ce qu'on arrive en 2011, la Côte d'Ivoire était un pays qui a été traité par d'autres présidents de pays infréquentables. Lorsque Alassane Ouattara a pris la rêne de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on marche dans d'autres pays, on est fier de marcher, on est fier de dire qu'on est ivoirien. Ça, c'est le soft power de Alassane Ouattara et la diplomatie qui la marche. L'autre chose, c'est la volonté de montrer une image de stabilité à un moment, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, où la CEDEAO ou l'Afrique de l'Ouest traverse une zone de turbulence. Vous n'avez pas manqué que hier, on a assisté à ce que j'ai appelé le coup d'État le plus bête de l'Afrique. Quelqu'un qui s'en va, on dit bon, on va faire un coup d'État. En plus de ça, on est confronté à une situation où on est confronté à une guerre asymétrique avec les ennemis du progrès, les terroristes, qui sont en train de déstructurer toute la sous-région ouest africaine. Et je pense que cette mobilisation constitue un acte politique en soi, dans la mesure où elle donne une dimension internationale à la cérémonie et qui va participer à légitimer Alassane Ouattara au niveau international et surtout au niveau national. Ceux qui disaient qu'il ne va pas porter le collier, j'espère que je verrai ce collier, il l'a porté. Et il l'a porté fièrement. Je pense que tous les gens étaient fiers de voir ce collier au cou du président Alassane Ouattara. Donc les ennemis du progrès, ils ont encore du chemin à faire. Parce que quand ils jugent sur cette constitution, les gens se débinent à tout moment. L'engagement qu'un président prend sur la constitution devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je juge solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la constitution et d'incarner l'unité nationale. Quand on juge, c'est un engagement qu'on prend avec le peuple. Mais quand on a été incapable, quand on a failli, quand on a échoué, on ne vient pas s'apitoyer sur son sort pour dire je ne suis pas à la base de quelque chose. Il faut être responsable. Et ce monsieur qui est en face de nous, Alassane Ouattara, c'est un homme responsable, qui assume ses responsabilités. Cette cérémonie des serments a été également pour nous, et au regard du discours tenu par le président de la République, l'occasion pour lui de faire le bilan. Non seulement de ses actions à la tête du pouvoir d'État, mais également ce qu'il a reçu du père fondateur, qui n'est autre que le président Houphouët-Boigny. Et je prends par exemple la question de la paix, la culture de la paix que le président Houphouët-Boigny a inculquée à chaque Ivoirien et à chaque Ivoirienne. Le président Ouattara n'a pas manqué de le rappeler. Ce qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'assurer justement son développement dans la stabilité. Il a également évoqué la question donc, de cette élection du 25 octobre 2025 qu'il a porté encore une fois à la tête de ce pays, qui est une élection ayant attesté de la maturité du peuple de Côte d'Ivoire, qui a choisi donc la paix, qui a choisi la stabilité, qui a choisi la continuité de l'action gouvernementale qu'il a entrepris depuis 2011. Il n'a pas manqué, au cours de son allocution, de féliciter également les 4 candidats, les 4 autres candidats avec lesquels il a compéti, dont le ministre Jean Lubion. Il a également félicité le ministre Awa Domelo, Henriette Lagou et Simone Yves Gbagbo pour leur sens élevé du respect de la chose démocratique et de la paix, ainsi que leur comportement exemplaire tout au long du processus. Bref, c'est un chef d'État nouvellement élu qui a prêté serment, qu'on a retrouvé tout joyeux, tout heureux de savoir qu'il tient encore les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire pour continuer l'œuvre gigantesque qu'il a entrepris en accordant aujourd'hui la paix à l'ensemble du pays, en accordant aujourd'hui le développement au pays. Et il a promis continuer sur cette lancée. Et nous espérons donc qu'au soir de la fin de cet autre mandat, eh bien, il laissera une Côte d'Ivoire totalement prospère et tournée vers son développement intégral dans la paix et dans le respect des règles démocratiques. Merci Marius. Docteur Adjelou, cette prestation de serment, vous allez avoir votre mot, mais cette prestation de serment met un terme au processus électoral présidentiel avant évidemment qu'on puisse passer à la chose législative. Oui, bien évidemment. La prestation de serment marque donc la fin du mandat précédent, puisqu'à partir d'aujourd'hui, il débute donc son nouveau quinquennat. Très bien. Ensuite, regardons un peu. Je voudrais aussi rapidement revenir sur la formule du serment, notamment que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Vous êtes prophète, c'était la question. C'est très profond. Qu'est-ce que les moyens que le peuple a justement
Mais ici, le peuple a la possibilité ici d'engager la responsabilité du président parce que le président engage son intégrité personnelle à travers cette partie du serment. Donc, je m'engage à être intègre dans la gestion de la chose publique, la chose que vous venez de me confier, je m'engage vraiment à être intègre dans la gestion. Donc, si je trahis alors que je subisse la rigueur des lois, donc le peuple a la possibilité donc d'engager la responsabilité du président à travers la haute trahison. Important, les ce qui est très important, cette surveillance-là est exercée par les députés. Attention, là je voulais justement, avant d'arriver à la surveillance, on a ici les moyens, le peuple a donc les moyens de coercition par rapport à la gestion du président de la République et pas d'autre voie. Le peuple peut le faire, comme il a dit, soit par haute trahison, c'est-à-dire donc le porter en justice, c'est cela? Non, c'est à l'Assemblée nationale que ça se passe. Et c'est à l'Assemblée nationale que cette question de haute trahison ou même de démission du président peut se faire. Parce que les députés, généralement, sont les représentants du peuple. Donc l'action gouvernementale, donc l'action du président de la République, elle est contrôlée par les députés. Et ces élections-là auront lieu, je crois, bientôt, le 27 décembre. C'est pour ça que les élections législatives, justement, auront lieu le 27 décembre. C'est pour ça que les deux élections se suivent. De manière à ce qu'une fois que le président de la République a prêté serment, ceux qui doivent le contrôler aussi sont élus, eux aussi, ils prêtent le serment à leur manière, et puis ils sont armés maintenant pour veiller au respect de l'action du président, au respect du serment que le président de la République a contracté. Le mandat sera aussi celui de la transmission générationnelle. Ce sera pour moi et pour notre nation un acte de responsabilité et de maturité politique. Notre devoir est de finaliser la préparation, la formation et l'élévation d'une élite politique, administrative et économique. Une élite intègre, compétente et profondément attachée à l'intérêt général. Élisée, votre regard justement sur... Étiez-vous surpris d'avoir ce bout de phrase dans son discours? Non, moi je n'étais pas surpris, mais j'étais plutôt heureux d'entendre ça, parce que comme il a dit, vu le caractère assez solennel, c'est une prestation de serment, devant tous ses invités, devant la Côte d'Ivoire, je dirais, devant le monde, prendre un tel engagement, ben, ça veut dire qu'il y tient absolument, et donc il travaillera en ce sens, on va tous regarder. Moi ce que je note déjà, c'est déjà très bien ce que le président dit. C'est vrai que depuis un moment on parlait de changer de génération, une nouvelle génération qui va prendre les choses en main, et le président fait bien de l'évoquer dans son discours, mais le président dit quelque chose qui est essentiel. Il ne dit pas juste une transmission générationnelle, mais il donne la caractéristique de ce à quoi doit ressembler cette génération-là. Il dit par exemple ici, notre devoir est de finaliser la préparation. Ça veut dire que cette génération est déjà a commencé à être préparée. Donc on va achever cette préparation-là, la formation de cette génération, l'élévation d'une élite politique, administrative et économique, une élite intègre, compétente et profondément attachée à l'intérêt général. Il ne s'agira pas juste de gérer ou d'élever une élite, c'est-à-dire que de changer des faciès. Mais il faut que ces personnes-là soient portées par ces valeurs qu'on évoque ici, ces valeurs d'intégrité, ces valeurs de compétence et des valeurs d'attachement à l'intérêt général. Et je crois que ce qu'il faut comprendre dans le discours du président ici, le président ne parle pas pour une chapelle politique. Quand il dit que nous allons travailler à la finalisation, ça n'a rien à voir avec le RHDP, ou du moins, ce n'est pas exclusivement le RHDP. Cette élite qui doit monter, ce n'est pas une élite consacrée au sein du RHDP, c'est une élite sur toute la Côte d'Ivoire. Il parle de notre nation. Mais bien sûr, voilà, parce qu'il parle d'administratif, politique. Et donc ça veut dire que c'est vraiment, ça concerne tous les Ivoiriens de façon générale. Donc on va permettre à même une élite de pouvoir éclore. On a commencé à la préparer, ça veut dire qu'elle n'est pas seulement politique, parce qu'elle n'est pas seulement politique. Il a parlé d'économie, il a parlé aussi d'administratif. Donc c'est une élite qui se retrouve dans ces différents secteurs-là, dont on va finaliser, achever la formation, la préparation, pour lui permettre de prendre en main les choses de la République. Donc ce message-là, c'est pas un message perçu comme un message exclusivement au RHDP, le président va aller travailler avec les militaires. Non, pas du tout. Pas du tout. À tel niveau de responsabilité, quand on prête tel engagement, ça ne concerne pas le RHDP. Des chapelles politiques. Non, on sort vraiment des chapelles politiques. Là, il est au-dessus de la mêlée. Il n'est plus en train de parler d'une question politique. Il est en train de parler de parti politique, il est en train de parler d'une question d'État, d'une nation. Donc tous les Ivoiriens doivent percevoir ça. Et je pense que lui aussi, il va donner, ou du moins, il va traduire ces mots-là en actes. Parce que dans les nominations futures, on va regarder. Mais bien sûr, mais dans les nominations futures, on va regarder. Dans les nominations futures, cette élite en question, est-ce que c'est une élite exclusivement RHDP ou c'est une élite étatique? On va regarder dans les nominations. On va regarder dans les choix. On va regarder dans les positionnements. Tout ça, on va regarder. Et puis nous, maintenant, après tout ça, on va dire, OK, on est vraiment sur la voie de cette nouvelle élite-là qu'on est en train de mettre en place. Docteur Adjilou, est-ce que votre sourire m'inquiète quelque peu? Non, je suis entièrement d'accord avec tout ce que Élisée dit. Pour moi, la transmission générationnelle, elle inclut aussi la formation, l'éducation, parce que les cadres ne sont pas là. Voilà, donc dans les 5 années à venir, on va les former, on va investir dans l'éducation, la formation professionnelle. Mais le pic de ces propos, justement, nous dit que la transmission générationnelle n'est pas seulement celle de la case RHDP, non? Oui, je suis d'avis avec lui. Je suis d'avis. Là, on a dit que c'est une cérémonie solennelle. Le président ne s'adresse pas au RHDP, il s'adresse à toute la Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire plurielle, aux Ivoiriens qui sont aux confins des forêts ivoiriennes, à Danané, à Zienoula, à Goïtafla, etc., à Toubo, etc., à Minigné, etc. Il va falloir puiser au niveau des ressources ivoiriennes, les ressources humaines ivoiriennes, les compétences qui sortent la tête de l'eau pour pouvoir les préparer évidemment. Et je pense que le président Ouattara depuis des années a déjà ciblé un certain nombre de cadres véritablement compétents avec lesquels il travaille depuis des lustres et qui au quotidien touchent aux affaires d'État avec lui. Cela dit, dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans un royaume, contrairement à des pays comme le Maroc, l'Espagne et autres. Ici, les textes sont clairs, les textes découlant de notre constitution sont clairs. La succession du chef de l'État est déjà connue depuis Houphouët-Boigny. D'ailleurs, Oufoué l'a dit, son successeur sera connu avant même qu'il quitte la scène. Et son successeur était bel et bien connu au regard de nos textes, qui faisait du président de l'Assemblée nationale le président après disparition du président de la République. Et donc, au cas de congé et de vacances de pouvoir. En cas de congé et de vacances de pouvoir, mais ça a été ça justement. Et donc, pour la suite, c'est les humains qui ont voulu naturellement faire autre chose. Mais dans les faits, les textes sont clairs. Et jusqu'à présent, les textes continuent d'être assez clairs. Je touche du bois, nous souhaitons une très 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 longue vie au président Ouattara. Mais n'empêche que Dieu décidant, eh bien, s'il advenait tout de suite qu'il y ait nécessité de
de se pencher sur nos textes de loi, eh bien, les textes de loi au niveau de la Constitution sont clairs relativement à la question de succession. Docteur Adjemou, que dit la loi fondamentale ivoirienne justement sur ce point? Oui, mais la loi fondamentale dit qu'en cas de vacance du pouvoir, oui, c'est le vice-président. Il y a eu même une modification de la Constitution en 2023 qui a bien spécifié les choses, bien précisé les choses. Donc, dans ce cas-là, je suis entièrement d'accord avec Marius. Tout est réglé. La loi, disons la Constitution, est ce qui fonde l'état de droit. La Constitution, c'est la norme des normes. Elle prévoit les modes de dévolution du pouvoir politique. Donc, la succession est réglée. Ceci étant dit, Marius, on termine le point avant la réaction d'Aouda. Donc, au regard après avoir donc évoqué ce point et voilà libéré donc ce véritable point qui constitue pour nous une préoccupation majeure, parce que les populations nous suivent, il ne faudrait pas leur donner le sentiment que notre Constitution ne prévoit pas une succession en règle dans les normes de l'art au niveau politique s'entend de la vacance du pouvoir. Cela dit, il faut rappeler que le président de la République, dans sa volonté justement de laisser à la Côte d'Ivoire un État solide, prévoit donc faire des réformes au cours de ce mandat au niveau des finances publiques pour accroître non seulement notre capacité de mobilisation des ressources internes, de nos ressources internes, et même optimiser nos dépenses. Ça, il le fait déjà depuis qu'il est venu au pouvoir, sinon la Côte d'Ivoire ne serait pas classée telle que nous le sommes dans le concert des nations. Mais il y a aussi d'autres enjeux, et cela ne pourra se faire qu'avec des cadres compétents, identifiés comme tels, qui travaillent avec lui depuis des lustres, parce qu'il ne va pas aller quand même prendre son opposition pour venir faire d'eux, même si parmi l'opposition, on peut déceler des cadres qui pourraient naturellement l'accompagner. N'empêche que c'est à lui de décider, c'est lui qui a été élu, et c'est avec un régime, je vais dire, un parti politique qu'il a été élu, et donc c'est à lui de constituer son gouvernement, il n'est pas obligé de le faire avec une opposition. Au départ, je pense que lorsqu'il était en train d'annoncer sa candidature, on parlait de transition. Quand on soit dans la transition ou la transmission, une chose est certaine, on est dans un processus. Voilà. Parce que je suis sûr que dans le conscient collectif de beaucoup de personnes, et je sens que mon frère Élisée, c'est ça concerné par ça, pour certains, quand il ne pas de transmission générationnelle, c'est comme s'il devait tout changer en même temps. Je ne pense pas qu'il va tout changer en même temps, parce qu'on a aussi besoin du vieux pour aider des plus jeunes en fait à aller. Il a 5 ans. Et le processus de transmission générationnelle, Ouattara a 5 ans pour en arriver au terme de sa transmission ou de sa transition. Qui avait démarré assurément depuis longtemps. Voilà. Donc, si on perçoit ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que, qu'on le veuille ou pas, il ne faudrait pas que les gens s'étonnent de ne pas avoir de gros changements. Parce qu'après, quoi? Non, j'ai dit quoi? On est dans un processus. Dans le processus dans lequel on a dit que sûrement les gens se disent transmission. Donc automatiquement on s'est dit oui, d'ici la fin de l'année ou bien janvier, lorsqu'il va faire son gouvernement, on va voir la tête d'Élysée dedans, la tête de Keïta dedans, la tête d'Adjou dedans et autres. Parce qu'on veut, non, ça peut pas aller comme ça. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des années, qui ont des années d'expérience, qui ont de l'influence dans certains domaines. Il ne peut pas se séparer d'un coup de bâton magique, c'est pas possible. C'est pour ça justement qu'il parle à un moment donné de formation d'élite. Parce que quand Élisée il a parlé de valeur. Il y a un critère qui a été établi. Si tu rentres pas dans ce critère-là, vraiment, quelle que soit ta jeunesse, vraiment, si tu rentres pas dans le critère, c'est pas la peine. Il ne faut pas espérer que tu seras dans. Et ils en terminent rapidement. On a une minute à partager entre vous et docteur. 30 secondes même pour moi. Juste terminer sur cette note-là, où le président dit, mes chers compatriotes, au moment où nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays, je vais vous dire que je voudrais vraiment que les Ivoiriens fassent attention à cette suite de la phrase-là, qui pour moi est fondamentale et capitale, résume tout. Et c'est un mindset qu'il donne déjà aux Ivoiriens. Il dit, mes chers compatriotes, au moment où nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays, je vais vous dire que rien n'est impossible pour un peuple. Rien n'est hors de portée pour une Côte d'Ivoire unie qui croit en elle. Il faut que les Ivoiriens comprennent que leur bonheur, leur réussite, leur succès ne viendra pas d'ailleurs. C'est à eux de construire leur bonheur. Et rien ne leur est impossible. Mais pour cela, il faut qu'on soit dans la cohésion et dans la paix.